bonsoir à tous, bonsoir à toutes, à tous les téléspectatrices de Zouk TV, les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour notre 18e émission. Ah ben les filles, on tient bien le coup, hein. On a 18e émission, c'est la dernière de la saison. Alors pour aujourd'hui, nous allons d'abord vous présenter notre billet d'humeur. Voilà. Géraldine de Touré, qui fera le billet d'humeur de cette émission. Bonjour Géraldine. Bonjour Georges. Alors, comme vient de le dire Georges, il y a quelques minutes, nous les féministes de Culture Égalité avons décidé de questionner les rapports hommes-femmes, de questionner notre rapport au monde. Le but de la rubrique de ce billet d'humeur est donc de poser chaque mois une question fondamentale qui, je l'espère, lancera des débats passionnés et passionnants chez nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc la question du mois, roulement de tambour, la taille de l'appareil reproducteur masculin aurait-il bénéficié du développement des transports en commun? Alors, à première vue, la question peut paraître étrange, voire absurde. À qui n'a jamais pris le bus en Martinique ou ailleurs? Parce qu'il faut quand même que je vous le dise, ce problème n'est pas un problème régional, c'est un problème international. La personne observatrice ne manquera pas en effet de noter que dans les bus ou dans le métro de Fort-de-France à Rio, de Charleville-Mézières au Morne-Rouge, les hommes sont assis comme des danseuses de l'Opéra de Paris. Je m'explique, les jambes très écartées, bon vous ne me voyez pas mais enfin l'intention y est, certains presque en grand écart facial, pendant qu'à côté, leurs voisines, les femmes, sont assises en équilibre sur une fesse, avec leur cabas sous le cou, parfois même entre les dents, hein, parce que bon... Et on se demande, mais pourquoi les hommes se tiennent ainsi? Alors il y a pour certains, c'est une évidence, le ventre. Hein. Et plus le ventre est gros, plus les jambes sont écartées. Voilà. Enfin, c'est pas tous les hommes n'ont pas des ventres de femmes enceintes. Donc, pour les autres, qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est là qu'il y en a une d'entre nous, je me tairai son nom, qui a émis cette hypothèse que ce serait peut-être pour ne pas écraser leur cou. Ah, on me dit en régie que je ne dois pas heurter les oreilles innocentes des techniciens de Zouk TV. Donc, pour ne pas écraser, leur énorme, bien évidemment, sac reproducteur. Alors, à Culture et Égalité, nous n'aimons pas l'à peu près, hein, et nous privilégions toujours les enquêtes de terrain par rapport à la rumeur. Georges nous serine ça toujours, nous sommes une association de... terrain. Merci Rose. Et donc, c'est avec beaucoup d'abnégation que certaines d'entre nous sont allées enquêter sur le terrain. Donc, balance et mètre en main. Alors évidemment, Sylvie, toujours optimiste, était partie avec un mètre d'architecte, 4 mètres. Rose, beaucoup plus pragmatique, avec un petit mètre de couturière. Donc, pour mesurer le phénomène. Mesdames, messieurs, leurs conclusions sont absolument sans appel. Rien ne justifie que les hommes s'assoient les jambes écartées dans le bus ou dans le métro ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Alors pourquoi le font-ils? Eh bien écoutez, je pense qu'ils sont victimes d'un syndrome qui touche particulièrement les mâles de notre espèce, la folie des grandeurs. Merci. Merci à Géraldine Boussoumou-Dumeux. Voilà, nous avons voulu repasser ce billet d'humeur parce que vraiment c'est la réalité. Et puis quand on regarde dans les transports, les bus et ceux qui vont dans les grandes métropoles, dans les métros c'est pareil, c'est caricatural. Alors nous remercions Géraldine qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous allons passer tout de suite à notre rubrique Quand et Quand. Ti fille et ti garçon, qu'a monté Quand et Quand pour une éducation non sexiste. Steve Guedette, bonjour. Bonjour. Nous te remercions d'avoir accepté de venir dans notre émission, Femme Mauvaisier, et particulièrement dans cette rubrique Ti fille et ti garçon, qu'a monté Quand et Quand. Alors tu es universitaire, tu as fait de la recherche, et ces recherches ont porté particulièrement sur la question des cultures urbaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Les cultures urbaines sont nées dans des contextes économiques difficiles où des communautés ont eu à inventer des expressions pour dire qui ils étaient, pour faire part de leur créativité. Ça a commencé en Jamaïque, ça se poursuit aux États-Unis et c'est revenu de la Caraïbe, c'est chez nous. Ce sont des moyens d'expression que les jeunes générations entre 13 et 40 ans, voire même plus, ce sont des moyens qu'ils utilisent pour se divertir, pour construire aussi leur vision du monde. Je crois que ce sont des expressions très importantes.
Et ces cultures urbaines, qu'est-ce qui t'a interrogé, qu'est-ce qui t'a un peu dérangé dans certaines choses, dans certains clips que tu as eu l'occasion de voir, surtout que ces clips sont le pain quotidien de notre jeunesse. Exactement. Alors la première chose que je devrais dire, je me suis construit avec ces cultures-là, je me suis construit avec ces musiques-là. Oui, Ensuite, tu as été même chanteur, je crois. Je le suis encore. Oh, tu l'es encore. Ouais, je suis chanteur encore de hip-hop. Absolument. Rappeur. Ouais, Ah bon. j'aime beaucoup ça jusqu'à maintenant. C'est un peu aussi mon pain quotidien. Par contre, l'œil du chercheur et de l'homme qui grandit me fait voir qu'il y a des comportements qui sont promotionnés dedans qui peuvent être néfastes. Alors les comportements auxquels je fais allusion, ce sont la consommation de substances par exemple, qui est prônée comme étant le moyen de s'amuser, le moyen d'être viril. Il y a aussi des images sexistes alors qui présentent la femme sous un seul angle, qui la présentent comme étant valorisée seulement par sa capacité à avoir des relations sexuelles ou par son corps, par ses attributs corporels. Il y a aussi d'autres choses comme le lien, le rapport avec la criminalité. La criminalité est vue comme un moyen de s'affirmer et on ne parle jamais des conséquences derrière. Le rapport aussi à l'autorité. On parle, il y a aussi des choses qu'ils ont évoquées, par exemple l'éducation. L'éducation formelle et informelle n'est pas valorisée, c'est-à-dire le rôle des aînés, le rôle de l'école, le rôle des livres. Ce n'est pas toujours valorisé dans ce qu'il y a au-dessus du lot. Il y a des musiques et des expressions qui valorisent toutes ces choses-là, mais celles qu'on voit sur nos télés, qu'on entend à la radio et qu'on voit sur Internet valorisent tous ces comportements néfastes. Et donc, ce que tu dis dans ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la question des relations de domination que ces clips transportent, des relations et particulièrement sur l'hypersexualisation. Est-ce que tu peux encore aller plus loin dessus? Alors, je vois qu'il y a deux catégories. Il y a des catégories d'artistes, il y a des réalisateurs de clips vidéo et des artistes, des personnes qui sont chargées aussi de la communication, qui mettent en valeur la femme sous un aspect très particulier, c'est-à-dire qu'on va la voir dans les clips vidéo étant dénudée et désireuse d'avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire qu'elle est toujours valorisée entre guillemets mise en avant, quoi, disons. Mise en avant, voilà. Montrée. Voilà, montrée que sous cet aspect. Donc on a une génération de jeunes qui grandit en se disant, ben tiens, pour que je sois apprécié, il faut que soit je ressemble à ça, ou il faut que j'ai un rapport avec les femmes qui me mettent en position de domination, de conquête, et pas comme quelqu'un qui voit les femmes comme des êtres humains qui sont valorisés par bien d'autres choses que leur aspect ou leur corps. Donc on a des jeunes hommes qui grandissent avec une vision de la femme comme ça, et on a des jeunes femmes aussi qui voient des artistes femmes, parce qu'il y a des artistes femmes qui mettent beaucoup en avant leur corps et leur capacité à séduire ou à avoir des relations sexuelles ou à déclencher l'envie d'avoir des relations sexuelles. Donc on a des jeunes femmes qui grandissent avec des manières de s'habiller, des manières de penser l'homme, de penser la relation homme-femme, très influencées par cette dynamique-là. Oui, ce discours nous intéresse particulièrement parce que, comme tu le sais, nous avons eu l'occasion d'intervenir à l'université en direction des jeunes, enfin des étudiants et des étudiantes sur la question de l'hypersexualisation. Donc, ces conséquences sont très, très néfastes, enfin les conséquences néfastes sur notre jeunesse, et la question de l'hypersexualisation, de l'identification et des dictats, en fait, de ces clips sur notre jeunesse. Est-ce que dans les échanges que tu as avec tes étudiants et tes étudiantes et avec les jeunes autour de toi, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort une grande prise de conscience sur des comportements qui au départ pour eux sont anodins, mais lorsque je leur montre comment est-ce que ça se traduit dans la réalité, il en ressort souvent une grande prise de conscience et une ouverture d'esprit. Il en ressort une capacité aussi à évaluer les comportements sexistes qu'on peut voir dans les clips vidéo. Alors j'ai des échanges sur cela avec des étudiants à la fac, mais je fais beaucoup de rencontres dans les lycées, dans les collèges et parfois par le biais d'associations ici ou en Guadeloupe. Je vois des jeunes qui sont toujours désireux d'échanger, de recevoir des informations, mais en même temps des jeunes qui sont désireux de voir des adultes qui ne les prennent pas de haut. Des adultes qui leur disent « ton monde là… » Qui ne font pas la morale. Non, voilà. Des adultes qui leur disent que ton monde, il a beaucoup de sens, il y a des informations pertinentes que tu connais, maintenant allons voir ensemble qu'est-ce qu'on fait de ces informations, puisque cette manière de voir le monde, elle peut conduire à des comportements. Par exemple, je dis souvent, bien sûr, je dis aux garçons,
une fille peut s'habiller comme elle veut, c'est pas un message pour toi que tu puisses venir la toucher. Donc tu ne dois pas, si jamais il y a une agression, il y a quelque chose qui se passe, le juge va te demander est-ce qu'elle était consentante. Et si tu n'es pas capable de dire cela, tu auras des problèmes. Donc peu importe sa manière de s'habiller, qu'elle ait consommé des substances ou pas, si elle n'est pas en état de te dire qu'elle veut être dans une relation avec toi, tu ne dois pas l'approcher ou la toucher n'importe comment. Je dis aussi aux filles qu'elles ont la liberté de s'habiller comme elles veulent. Seulement parfois, il y a des fois des manières d'être habillées, qu'on va dans certains endroits, qui peuvent déclencher des réactions. Donc il faut être sûr qu'on soit capable de gérer ces réactions-là. Ah ben c'est exactement, nous sommes ravis d'entendre ce discours, parce qu'en fait c'est ça, dans le travail que nous devons faire, que toi tu fais et que nous faisons dans les établissements scolaires, c'est amener à cette prise de conscience des jeunes. C'est-à-dire comprendre quelles sont les conséquences de la façon de s'habiller, les conséquences des choses, mais laisser les gens libres, mais de pouvoir gérer les choses. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents par exemple? Alors les parents, je leur dirais que c'est pas toujours simple. Arriver à cet âge-là, c'est un âge tourmenté, tumultueux, lorsqu'on rentre dans l'adolescence et qu'on va jusqu'à aller en début de vingtaine. Je crois que le dialogue, il est essentiel. C'est-à-dire simplement s'intéresser à ce qui est vu, ce qui est consommé. Je sais que c'est pas un âge où on peut toujours avoir un dialogue dessus. Ou à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est favoriser, mettre l'enfant en situation d'avoir un dialogue avec des personnes qui sont peut-être un peu plus à l'aise que nous en tant que parents. Ça, c'est vital. Après, en fonction de l'âge, il y a l'accès au contenu. Les parents ont des moyens de gérer l'accès au contenu et puis la fréquence de consommation. Ils ont le droit, tant que l'enfant est sous mon toit et que c'est moi qui paie à manger les factures, j'ai le droit de lui dire, je veux que tu aies accès à certains contenus, oui ou non, et pas aussi souvent que ça. Après, comme je dis, mettre l'enfant en situation, c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi. Pourquoi? Sans chercher à trop brimer, mais faire tout pour que la communication soit là. C'est le même discours que nous tenait Nadia Chonville, c'est-à-dire et que nous tenons, c'est la question de la communication, rentrer en communication avec les enfants et puis aussi regarder de temps en temps ces clips. Mais ce que nous faisons aussi à Culture Égalité, c'est amener la prise de conscience des parents. C'est pour ça que nous intervenons en direction des parents et c'est fondamental. Alors ce qui veut dire que la prévention est fondamentale, qu'il faut que les associations s'y mettent, qu'on nous donne les moyens de le faire et aussi en direction des parents. Alors tu nous as proposé, tu proposes aux parents aussi des bouquins. Absolument. Est-ce que tu peux nous les présenter? Absolument. Alors il y a celui-là que j'ai écrit il y a de cela 2-3 ans qui s'appelle « Le plus petit de mes frères » et ce que je viens de partager dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « Une génération derrière les barreaux, où sont les artisans de paix ?» C'est écrit de manière très agréable, très fluide, c'est pas pompeux du tout, on peut le retrouver dans les librairies du pays. Alors, le plus petit de mes frères, exact. Steve Gadet. Exact, le plus petit de mes frères. Ensuite, il y a un tout dernier, celui-là, ce n'est pas que ma plume, c'est un livre que j'ai dirigé avec un ensemble de chercheurs à l'université et aussi des artistes, des réalisateurs de films en Guadeloupe, en Martinique. Ça s'appelle « Les cultures urbaines dans la Caraïbe ». Là aussi, il y a des éléments de réflexion, c'est accessible. Bon, certains articles sont un petit peu plus pointilleux, mais c'est toujours accessible, vraiment. Et donc, je conseille aux parents, pourquoi pas, d'avoir ça comme matière, quoi. Ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, ce que je voulais rajouter simplement, la dernière chose. Non, vas-y. Bon, en tant que parents, ce qu'on peut faire aussi des fois, c'est se regrouper. On ne peut pas toujours avoir un dialogue pertinent avec nos enfants à cet âge-là. Il faut considérer ça aussi. Mais pourquoi pas se rassembler avec d'autres parents et organiser un moment ensemble pour savoir comment toi tu fais et s'inspirer de ça. Laisser nos enfants discuter entre eux et à plusieurs, on peut peut-être plus s'éclairer, quoi. Oui, ça c'est fondamental parce que les parents sont des fois se sentent isolés et n'ont pas toujours les outils pour discuter avec les gamins, avec les jeunes, les adolescents. Ils ne sont pas faciles non plus. Donc, échanger ces expériences, échanger ces souffrances aussi. C'est important d'ailleurs à partir de la rentrée, puisque maintenant nous avons un siège à Culture Égalité au 116 de la rue Lamartine, jusqu'en bas du côté de la rue Périno. Donc nous allons, nous prévoyons, c'est un projet, à partir du mois d'octobre, peut-être d'ouvrir un espace d'écoute pour les parents, pour discuter et même aussi pour les jeunes. Donc pouvoir échanger, parce que les groupes de parole, les échanges sont fondamentaux pour reprendre confiance en soi, ne pas se sentir isolé et se dire que d'autres aussi sont dans ma situation et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé et pouvoir avec d'autres, avec aussi des gens comme toi qui peuvent venir un jour animer ce groupe et d'autres personnes qui ont quand même une expertise,
pour amener ces personnes à reprendre confiance et les accompagner dans l'éducation des parents. Absolument. Merci beaucoup Steve Gadet. Merci À de m'avoir bientôt. reçu. Allez, bye bye, bonne journée. Merci. Nous remercions Steve Gadet pour cette interview et nous demandons aux parents vraiment de l'écouter attentivement parce que ce sont des conseils qui sont intéressants et permettre un petit peu de réfléchir sur cette question des clips, de tout ce que les enfants voient. Alors là maintenant, nous allons passer à notre rubrique avec Rose Bonheur, droit-forme. Alors la dernière fois, suite à tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale avec M. Beaupin, nous avons commencé un travail sur le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, mais surtout le harcèlement sexuel. Donc Rose nous a décrit un petit peu comment les choses se passent. Et maintenant, nous allons aborder la question des conséquences du harcèlement sur les personnes. Rose, merci. À toi la parole. Bon, on va commencer par un petit film, d'un avocat. Il fait une série, c'est un avocat spécialiste qui fait une série de petits films sur la question effectivement du harcèlement. Donc j'ai choisi ce petit film qui peut déjà lancer le sujet. On le regarde. Sérieux. Les femmes agissent et tentent de résister. Je les compare un peu à des forteresses assiégées. Au départ, elles ne prêtent pas attention, et puis ensuite, elles se disent « oh, il va abandonner ». Et puis, elles essayent de passer inaperçues au niveau vestimentaire. Et puis, il n'y a pas de bijoux, on met des pantalons. On ne dit rien, on se cantonne dans le silence, c'est à mon avis un conseil à ne pas donner. Et ensuite, eh bien, au fur et à mesure, la personne résiste. Parfois, elle cède, mais rappelons que céder n'est pas, effectivement, n'est pas consentir. Hein. Céder n'est pas consentir. Donc, parfois, elle cède, et lorsque elles sont épuisées, à ce moment-là, elles sont en arrêt de travail. Alors Rose, qu'est-ce que tu peux nous dire suite à cette petite vidéo? Voilà, ça se termine par « et elles sont en arrêt de travail ». Et elles sont en arrêt de travail pourquoi? Elles sont en arrêt de travail parce que les conséquences du harcèlement sexuel sur ces femmes sont terribles et de plusieurs ordres. Il y a déjà des conséquences psychologiques. Que deviennent ces femmes? Quelle est leur situation quand effectivement elles subissent cette pression, j'ai envie de dire, quotidienne de la part soit d'un supérieur ou d'un collègue, carrément. Donc ce sont des femmes qui sont dans leur travail, qui vont déjà pour aller au travail, c'est une souffrance. Quand elles y sont, elles développent c'est de l'angoisse, c'est de la dépression, et ça va même jusqu'aux pensées suicidaires parce qu'elles n'en peuvent plus. Alors si on insiste sur la question de ces situations où le psychologique est attaqué, c'est parce qu'il faut que les collègues, que ceux qui sont à côté d'elles, ceux et celles qui travaillent avec elles, puissent avoir ce regard-là aussi sur les collègues. Une collègue, comme dit l'avocat dans le film, une collègue qui change sa façon de s'habiller, qui change sa façon de vivre en collectivité avec vous, ça doit attirer l'attention. On doit faire attention à ça. Donc il y a des conséquences psychologiques. Il y a aussi des conséquences physiques, parce que ce sont des personnes qui tombent réellement malades. Ce sont des personnes qui tombent réellement malades, mais pourquoi? Mais c'est parce que si elles n'ont personne à qui se confier, si elles n'ont personne à qui dire leur douleur, si elles n'ont personne à qui dire, parce que le plus souvent elles se sentent fautives de ce qui se passe, c'est parce que je suis trop élégante, c'est parce que j'ai dit oui, c'est parce que je réponds à tout ce qu'il me dit de façon sympathique. Pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Alors elles tombent réellement malades, et ces maladies peuvent tu disais l'autre jour, Georges, qu'il y avait des personnes qui venaient avec des véritables maladies de peau. Ce sont des personnes qui développent des eczémas, des pertes de cheveux, elles ont des troubles de l'alimentation. Et ça aussi, ça doit attirer notre attention. Comment ça se fait que notre collègue, qui était si pimpante, si belle, maintenant on la voit un peu négligée, elle est souvent malade, elle ne fumait pas, elle fume. Donc il y a un certain nombre de signes qu'il faut aussi qui doivent attirer notre attention. notre attention. Et puis sur le plan professionnel aussi,
J'ai vu des chiffres il n'y a pas bien longtemps, on disait que 95% des femmes qui dénonçaient, elles ne sont pas nombreuses à dénoncer, qui dénonçaient le harcèlement, eh bien, elles perdaient leur travail. Alors elles perdent leur travail parce que soit elles sont licenciées, ou soit elles ne supportent plus la pression morale à ce moment-là qui existe après le travail. Donc les conséquences professionnelles sont importantes parce que ces conséquences aussi amènent à un harcèlement moral. C'est-à-dire, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas que je vous touche, je ne voulez pas coucher avec moi. Maintenant, je vais vous emmerder, excusez-moi l'expression, mais sur le plan moral, ne pas lui donner du travail, là, ou lui en donner trop, etc. etc. Donc elle-même, c'est une perte d'estime d'elle-même, je ne sais plus rien faire, on ne me donne plus rien à faire. Donc les conséquences aussi sont importantes et ça va jusqu'au licenciement ou à la démission. Et jusqu'au suicide, des fois. Jusqu'au suicide. Pour les femmes. Ça arrive, bien malheureusement, ça arrive. Donc, on a un certain nombre de chiffres qui sont récents, que j'ai voulu quand même donner, parce qu'ils venaient d'arriver. J'ai envie de dire, c'est des chiffres tout chauds qui datent de mai du mois dernier. Et c'est des chiffres qui viennent de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce sont des en France, parce que cette commission a voulu savoir ce qu'était réellement la question de la violence faite aux femmes dans tous les instances. Même là, de toutes les instances, là, je m'intéresse plus particulièrement au travail, au milieu du travail. Donc, ils voulaient effectivement savoir où on en était aussi sur le plan du droit, sur l'application du droit. Et quelque chose qui était important aussi dans ce document que j'ai lu, c'est qu'il se posait aussi la question sur le féminicide. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle d'homicide, mais pour eux, il faut s'interroger sur ce mot qui est important, qui signifie que les femmes qui sont assassinées parce que ce sont des femmes. Et c'est pas si on arrive à faire ce mot entrer dans le droit aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le plan du droit qui va changer. Alors, quelques chiffres que je voulais vous donner avant de terminer. Ce sont des chiffres que je vous disais que je viens qui sont récents, et qui disent, par exemple, qu'il y a 5% des viols et 25% des agressions sexuelles qui se produisent sur le lieu de travail. On va 5% des viols et 25% des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail. C'est des chiffres encore. Une femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 80% des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des comportements sexistes. 80% des femmes salariées. 70% des victimes de harcèlement sexuel au travail n'en ont pas parlé à leur supérieur ou à leur employeur. 30% n'en ont parlé à personne. Et seuls 5% déposent plainte. Lorsqu'elles en ont parlé à leur employeur, 40% des victimes estiment que le règlement leur a été défavorable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les licenciés où la violence sexuelle tourne en harcèlement moral. Et enfin, ce qu'il faut retenir au niveau de cette deuxième partie de notre travail concernant le harcèlement sexuel et la violence sexuelle au travail, l'accent vraiment que j'ai commencé à mettre dès le début, c'est j'ai envie de dire l'ambiance de travail, c'est les autres, c'est les collègues. On ne peut pas assister sans rien dire à une collègue qui est en train de dépérir, qui est en train de perdre sa vie, j'ai envie de dire presque, sans rien faire. Et là, la prochaine émission va nous permettre effectivement de voir quelles sont les solutions. Nous allons effectivement nous appuyer tant sur des solutions qui peuvent être de l'ordre judiciaire, mais que des solutions aussi sur le plan professionnel, parce qu'il y a aussi des réponses qui peuvent être apportées sur le lieu de travail. Voilà ce que je voulais dire concernant cette douloureuse affaire. Oui, il me semblait, en fait, que tu parles maintenant de licenciement, il me semblait, d'après ce que tu avais dit la dernière fois, que les personnes dans cette situation étaient protégées d'une part et que d'autre part, justement, l'employeur avait des obligations d'assurer la sécurité de son personnel. Donc, comment est-ce possible qu'on puisse licencier une victime comme ça? Ce sont les textes, mais dis-toi bien qu'on ne le licencie pas pour cause de dénonciation. On trouve, c'est-à-dire que le harcèlement moral
permet justement de licencier pour faute de travail, pour etc., etc. Et puis quelqu'un qui est toujours malade, qui est toujours absent, qui n'a plus les capacités de répondre aux conditions de travail, on va te licencier parce que tu ne réponds plus à ton poste, tu n'arrives plus à travailler, tu n'as plus la rigueur que tu avais. On trouve d'autres moyens, on ne va pas la licencier parce qu'elle a dénoncé, parce qu'elle se plaint d'être victime de harcèlement sexuel. Ça, c'est sûr. Pour ça, ils savent trouver les... Alors, moi, en fait, ce que je veux quand même ajouter à ça, et je m'adresse particulièrement aux femmes, il faut absolument briser la loi du silence. Parce que comme on l'a fait dans les années 99, on a brisé la loi du silence sur la question des violences conjugales, où vraiment, on ne parlait absolument pas de ça, des violences dans le couple. Tout le monde riait. C'était, bon, il bien mérité, bon, il cherchait. Enfin, c'était ces termes qui existaient. Ça a été un combat vraiment véritable. Mais là, je crois qu'il y a ce silence qui existe sur la question du harcèlement sexuel dans le monde du travail et le manque de solidarité des salariés et le manque de solidarité entre les femmes. Parce que souvent, on ne va pas casser du sucre dessus, mais souvent, ces femmes, elles ont été aussi victimes, elles n'ont rien dit. Souvent aussi, on est dans un pays avec un taux de chômage terrible. Les gens ont peur de perdre leur travail. Donc, c'est tout un tas de facteurs qui interviennent. Et la seule chose qui peut nous permettre de vraiment sortir ces femmes et de mettre la question du harcèlement en évidence, c'est que ces hommes, et ces hommes harceleurs, je ne dis pas tous les hommes harceleurs qui sont dans les entreprises, puissent se calmer. Et c'est vraiment notre solidarité. Et puis que les gens s'appuient sur des syndicats, que les gens s'appuient sur des organismes, mais c'est surtout briser le mur du silence. On ne croit pas que les chiffres que j'ai donnés, par exemple, sont des chiffres de France, effectivement, mais il ne faut pas croire que ça n'existe pas ici. J'ai rencontré une femme, j'ai rencontré deux, mais c'est celle-là qui m'avait le plus frappée. C'est parce qu'en plus, alors c'est vrai qu'il y a les grandes entreprises où l'organisation du travail fait que on a plein de supérieurs, que c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi l'autre facette, c'est les petits, justement. Ici, c'est surtout ça. C'est les petites entreprises. Très petites peut-être des fois, il y a TPE. une seule secrétaire avec le patron. Alors, elle me racontait, la dame, qu'elle avait son bureau. Après, il a voulu qu'elle soit dans son propre bureau à lui. Donc, ils partageaient le même bureau. Et elle arrivait le matin, il était déjà là. Et sous son écran d'ordinateur, il y avait la photo du sexe du patron. C'est en Martinique, ça. C'est en Martinique, c'est pas ailleurs. Donc je dis qu'ici aussi, il y a des situations comme ça qui sont graves et que les femmes ont peur de dénoncer. Comme tu dis, Georges, j'ai peur de perdre mon travail ou pour d'autres raisons, quoi. Ouais, et puis la précarisation qui va s'organiser avec la loi travail, ça ne va pas arranger les choses. Voilà. Donc raison de plus, effectivement, d'être d'autant plus solidaire et de se rapprocher effectivement des syndicats et d'être attentive en fait les unes aux autres. Un dernier mot, Rose, pour conclure. Non, je dirais que pour conclure, que la prochaine fois, donc ce sera septembre, on va effectivement voir les solutions à apporter. Comme tu dis, effectivement, il y a des textes qui existent, mais il faut les faire vivre. Alors, mesdames, soyons solidaires et c'est la seule chose qui peut faire avancer nos doigts, hein, c'est ça. Et puis les hommes qui sont nos alliés aussi, ceux qui sont les alliés des féministes, des gens qui défendent les droits des femmes. Il ne faut pas rester et quelle que soit la chose, ne pas rester de briser le mur du silence. Merci Rose, merci à toutes les autres. Alors là maintenant, tout de suite, nous allons passer à notre émission Au Liron de la tête parce que nous avons... Notre rubrique Au Liron la tête, parce qu'effectivement, il y a des femmes dans le monde qui se battent, il y a des femmes dans le monde qui sont victimes de discrimination, et il y en a qui sont tout près de nous et qui ont pu faire des choses extraordinaires. Donc Sylvie, à toi la parole. Merci Sylvie d'être toujours là. Allez. Donc aujourd'hui, je prends... Donc nous allons passer à notre émission Au Liron la tête. Alors, d'habitude, dans notre rubrique Au Liron la Terre, on voulait mettre toujours en avant plutôt des situations ou des événements positifs, en fait, ou des actions de femmes positives. Or, cette fois-ci, on va plutôt parler de deux événements extrêmement graves qui se sont produits dans la Caraïbe, mais qui ont quand même abouti à des mobilisations qui ont fait retourner la situation.
Alors en fait, il y a la première situation, c'était une jeune femme au Brésil qui a été monstrueusement agressée et violée par une trentaine d'hommes. Et en plus, ces messieurs ont affiché sa photo sur le net. Il y a eu des tas de réactions très désagréables, enfin je ne sais même pas, graveleuses en fait. Et du coup, les femmes n'ont absolument pas accepté que cette culture du viol, qui est apparemment très courante au Brésil, comme dans de nombreux pays, et entre autres aussi le nôtre d'ailleurs, eh bien, ont réagi, sont descendus dans la rue, ont manifesté, avec aussi des hommes qui les ont accompagnés et qui les ont soutenus. On a peut-être une petite vidéo qui nous montre ces femmes-là, non? Tout à fait, il y a une petite vidéo du Brésil qui devrait arriver, effectivement. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Non, dis que c'est... Voilà, réagis. Não aguenta mais. Nada, nenhuma atitude dessa menina justificaria 33 homens fazendo o que fizeram com ela. Então não dá para culpabilizar a vítima. 29, 3, 2, 1. Vous avez vu que c'est extraordinaire la mobilisation qui a été organisée. Et en fait, le résultat de cette mobilisation, c'est que le gouvernement a été obligé de mettre en œuvre un déploiement de forces de l'ordre pour rechercher les suspects, parce qu'en fait, sinon, vraisemblablement, la situation, on aurait certainement fait des recherches, mais enfin, en minimisant les choses. D'ailleurs, on a changé la personne responsable du dossier, parce que c'était un homme et qui avait l'air de banaliser les choses, minimiser et en plus absolument. Rendre la jeune fille responsable de son agression. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Et comme d'habitude, tu le dis si bien, puisque Trinidad, une deuxième vidéo d'ailleurs va être présentée, pendant le carnaval, il s'est produit exactement la même chose. C'est qu'une jeune femme, lors du carnaval, donc déguisée comme toutes les jeunes femmes, défilant dans les rues comme toutes les jeunes femmes, a été agressée et assassinée. Et le maire a estimé que cette femme était responsable de son agression, de son viol et de son meurtre du fait de sa tenue vestimentaire. Or, on est en période de carnaval, quoi, en fait. Donc, toutes les femmes étaient dans la même situation, et c'est encore rendre les femmes responsables de la violence des hommes. Donc vidéo... Oui, on a rencontré un camarade trinidadien qui était en Martinique et qui nous a raconté cet épisode. Donc nous allons passer l'interview de ce camarade trinidadien. Donc le camarade de Trinidad faisait allusion donc à un événement qui s'est produit pendant le carnaval de Trinidad en février dernier, où une touriste japonaise a été violée et tuée et abandonnée dans un coin retiré. Le maire de Port of Spain, capitale de Trinidad, a donc fait un commentaire laissant suggérer que c'est sa tenue vestimentaire qui a entraîné effectivement sa mort. Et le commentaire qu'a fait le camarade, c'est que c'est pas seulement... L'histoire, c'est qu'en fait, les femmes se sont mobilisées, bien sûr, et ont obtenu la démission du maire après plusieurs journées de protestation et de blocage des bureaux de ce maire-là. Et cette protestation n'a pas concerné seulement les femmes de Trinidad, elle a concerné aussi certains hommes, mais aussi les gens de Trinidad qui vivent dans la diaspora, en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc, le camarade mettait cette démission dans un contexte historique, suggérant que ce n'est pas seulement la manière de l'incident même, la manière et le commentaire du maire qui sont importants. Ce qui est important, c'est aussi le contexte historique qui montre la manière dont les maîtres considéraient la femme antillaise à l'époque, et il regrettait que quelqu'un qui a une position de pouvoir, finalement, puisse répéter dans sa tête les schémas de domination homme-femme hérités d'une période coloniale.
Merci à Jean-Luc Ega pour la traduction. Sylvie. Donc du coup, je voulais rebondir un petit peu sur l'exposé de bravo, Rose. hein, pour les femmes. Parfaitement, parce qu'en fait, la mobilisation, la solidarité, la réaction immédiate, etc., ça apporte des résultats et elles ont clairement démontré aux autres hommes qu'elles ne toléreraient pas de tels propos et de tels comportements. Il n'y a que la mobilisation qui marche. Et exactement, il n'y a que tout à fait, c'est la rue. Ah oui, c'est la rue. Je voudrais dire quelque chose quand même, c'est que même si elle n'était pas déguisée, la tenue d'une femme ne justifie pas. C'est basé. Là aussi, sur la question du harcèlement aussi, tout se recoupe. C'est basé sur deux choses. C'est des histoires comme ça, que les pulsions des hommes sont irrésistibles. Et puis, il y a aussi une volonté de contrôle des femmes, contrôle de leur manière de s'habiller, contrôle de leur comportement, contrôle de leur déplacement, etc. Alors que moi, si je vois un homme tout nu, je ne lui saute pas dessus. Non, ben voilà, ça c'est sûr. Non, non, je disais ça, c'était pour le situer dans un contexte, en fait. Et voilà, donc le maire s'était un petit peu laissé aller dans cette... Alors, un autre sujet Et en fait, un autre sujet, plutôt, on sort un peu des violences sexuelles, mais là, on arrive sur le sexisme. Donc à Taïwan, au mois de janvier, je ne sais pas si les photos vont arriver, une femme a été élue présidente de la République taïwanaise. Et elle a beaucoup d'opposants chinois, en l'occurrence, parce que, comme elle est célibataire, donc c'est une femme, elle est célibataire, donc on imagine que cette pauvre femme célibataire ne peut gouverner que par ses émotions, et donc tout à fait incapable de mener une équipe, un projet, de mener des analyses et de prendre des décisions. Et en fait, elle subit une véritable campagne de dénigrement de fait de sa situation matrimoniale. Bon, en fait, le fond des choses, c'est qu'en réalité, c'est une véritable opposante politique de la Chine. Et en fait, mais malgré tout, en fait, on voit que pour protester, pour la mettre à mal, on utilise des arguments extrêmement sexistes. Et en fait, je vais donc arrêter là pour cette rubrique aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'il y a aussi une affaire d'agression et de viol aux États-Unis qui fait la une, où les femmes descendent dans la rue aujourd'hui. Et pendant même c'est à Orlando. À Stanford. Pendant comment on appelle ça, la cérémonie des examens, et les femmes ont manifesté avec des pancartes et elles ont justement fait remarquer qu'elles étaient très fréquemment victimes d'agressions sexuelles dans les universités. Ah oui, oui. Et puis il y a eu aussi... Il y a eu des procès en France d'ailleurs. Il y a eu quelques... Tout à fait. Et en France, de toute façon, on n'est absolument pas exempt de ces comportements. Ils existent de la même manière. Oui, il y a eu aussi ce massacre à Orlando, qui est un massacre horrible, parce que c'était une boîte d'homosexuels. Ça, c'est scandaleux. 50 morts. Hein. C'est encore de la discrimination. Donc là encore, nous voyons que dans tous les sujets qui sont là, la dame de Taïwan, que la mobilisation est importante pour la maintenir aussi, cette dame, dans son rôle de présidente. Merci Sylvie pour cette rubrique. Alors aujourd'hui, nous allons passer à notre rubrique Femmes en temps longtemps. Alors aujourd'hui, pour animer cette rubrique, nous avons la joie d'accueillir Claudia Lecurieux, qui est membre de Culture Égalité, qui est, comme on présente chaque fois les personnes, qui est professeure de lettres dans un collège de Fort-de-France, de Schellcher. Et merci d'être là avec nous pour animer cette rubrique Femmes en temps longtemps. C'est avec plaisir que je suis parmi vous. Voilà, nous avions décidé de parler des femmes marronnes et c'est la Minatresse Solitude qui a attiré mon attention. Alors, et pourquoi qu'est-ce que cette femme marronne? Pourtant, la Minatresse Solitude, c'est un personnage, elle est très controversée. Hein, pour nous, c'était une grande dame et j'ai été très étonnée de ne pas la trouver au Mémorial Act en Guadeloupe, ce beau musée. Et il y a tout le monde, sauf la Minatresse. Je l'ai cherché. Hein. Alors, dis-nous... C'est vraiment dommage parce que c'est un personnage historique vraiment de grande qualité. On n'a pas beaucoup de documents anciens la concernant. On en a au moins un. C'est l'histoire de la Guadeloupe de Lacour, qui date de 1858.
et qui parle succinctement d'elle. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, arrêtée enfin au milieu d'une bande d'insurgés, elle, c'est-à-dire Solitude, fut condamnée à mort, mais on dut surseoir à l'exécution de la sentence. Elle fut suppliciée le 29 novembre après sa délivrance. Donc on ne peut pas contester ça. Et le texte de la Cour est basé sur, premièrement, des chroniques de l'époque et puis des témoignages des témoins de l'insurrection de 1802 contre le rétablissement de l'esclavage. Donc la mulâtresse Solitude a bien existé. Et en tant que féministe, c'est une femme, cette femme marronne nous intéresse beaucoup. Ah oui, elle nous intéresse à double titre parce que le premier intérêt, c'est qu'elle est une femme et le deuxième intérêt, c'est qu'elle est une esclave. Et en tant que femme, elle a dû subir un certain nombre de violences, d'oppression. Et à cette époque, on avait déjà promulgué la Déclaration des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, ce n'était pas, c'était le mâle, le masculin, oui. Il n'était pas question de femmes, ni d'esclaves, et c'était l'homme blanc, surtout. Donc, elle n'était pas vraiment privilégiée. Alors, en tant qu'esclave, bien sûr, elle a subi des viols, elle a subi le travail forcé et bien sûr beaucoup de mauvais traitements. Alors, malgré ça, malgré toutes ces injustices, eh bien, elle n'a pas hésité à se lever contre ces injustices. C'est pour cela qu'elle est un exemple pour nous. Mais il faudrait que tu nous dises un peu plus, mais en fait, quelle est vraiment la mulâtresse Solitude? Parce qu'effectivement, je veux que c'est un roman. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire, nous dire quand est-ce qu'elle est née, enfin? Alors, ça se passe en Guadeloupe, hein? Oui, ça se passe en Guadeloupe, bien sûr. Alors, on connaît la mulâtresse Solitude aussi avec le roman d'André Schwartzbart, La mulâtresse Solitude. Donc, on a ce sont des détails romancés, oui, ce sont des détails romancés. Dans un premier temps, alors on sait que la mulâtresse Solitude est née aux environs de 1772, qu'elle est née du viol de sa mère sur le bateau qui l'a ramenée vers les Antilles, qu'elle a vécu sur les plantations jusqu'à l'âge de 8 ans avec sa mère, que sa mère l'a abandonnée, et que, devenue adolescente, eh ben, elle s'est jointe au groupe des Marrons. Alors, le roman dit que c'est là qu'elle a pris le nom de Solitude, qu'elle a abandonné son nom d'esclave, Rosalie, pour prendre le nom de Solitude. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu dans le contexte historique dans lequel elle a pu évoluer en fait? Mais absolument. Alors, il y a 4 dates qu'on peut retenir, 1789, 1793, 1794 et puis la triste date de 1802. Alors, 1789, c'est la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, on pourrait se dire, bravo, les droits de l'homme, tout le monde est égal. Eh bien non, aux Antilles, la Convention place les Antilles, les colonies, sous un régime particulier qui maintient l'esclavage pour des raisons que l'on sait. Voilà, bien sûr, économiques. Et puis, 1794, la Convention... 93 d'abord, non? 93, pardon, 93. C'est la terreur. Les planteurs guadeloupéens sont massacrés et les esclaves profitent pour s'enfuir. Et on retrouve la Solitude qui est toujours debout, qui est aux côtés des personnes qui luttent. Et 1794, la Convention abolit l'esclavage. Malheureusement, 1802, Napoléon rétablit l'esclavage pour des raisons économiques encore. Donc l'humain, il n'est pas là. Hein. Triste date. Enfin, triste date. C'est bien sûr pour relancer la production agricole. Alors, le déroulé des faits, le général Riche débarque. En Guadeloupe, bien sûr, bien sûr. Les troupes napoléoniennes et les bataillons noirs de l'armée républicaine s'affrontent. Et qui on retrouve aux côtés de ces insurgés? On retrouve notre Solitude. Alors, elle est là, elle se bat aux côtés des résistants comme Delgrès, comme Ignace, Jacquet, mais elle n'a pas son nom quand même. Pourtant, elle s'est battue aux côtés de ces personnes. Oui, elle s'est battue donc aux côtés d'autres insurgés, hommes et femmes. Et elle a été suppliciée finalement. Hélas, alors,
il y a eu des défaites. D'abord la défaite de Bainbridge en Grande-Terre et puis la défaite de Matouba en Basse-Terre. Alors c'est là que, après une battue dans les bois de Basse-Terre, Solitude a été capturée, bien sûr condamnée à mort. Et elle était enceinte à cette époque, enfin à ce moment. Et même enceinte, elle n'a pas été, elle l'a Eh bien non, on n'a pas eu pitié d'une femme enceinte. Elle a accouché et après avoir accouché, bon, bien sûr, on a, comme ça se faisait, on a esclavagé l'enfant et après on l'a pendu au mât des supplices, au grand mât des supplices. Mais enfin, quand on t'écoute, on se dit que vraiment Solitude, c'est un exemple pour nous et que j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas que toutes ces luttes soient vaines, en fait, que ça s'arrête. Et que je dis que actuellement, avec tous les combats que nous avons à mener, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de réaffirmer comment il faut se battre? Tout à l'heure, on parlait de solidarité, mais comment là, il faut se battre, justement, comme elle-même, elle s'est battue. Mais oui, elle a lutté en son temps pour les injustices. Et c'est pour ça qu'une femme de sa trempe est un exemple pour nous, féministes d'aujourd'hui, qui luttons pour que les femmes aient des droits, qu'on respecte les droits des femmes. Et ça doit être un exemple pour toutes les jeunes femmes, toutes les femmes. Absolument, absolument. Donc, et pour qu'on ne l'oublie pas, c'est vrai qu'on a érigé des statues à sa mémoire. Donc on a, en 1999, aux Abîmes, on a érigé une statue. On la voit. Une statue à son effigie. Et puis, en 2007, à Bagneux, en Seine-Saint-Denis, il y a aussi une statue d'elle. Et donc, en fait, c'est une femme qui appartient non seulement à la Guadeloupe, non seulement aux Antilles, non seulement à la Caraïbe, mais au monde. Absolument, absolument. Qui donne un modèle pour... Voilà, c'est une femme qui doit vraiment guider, être une espèce de phare pour nous, parce que nous avons besoin de cette énergie-là, parce qu'il y a des injustices aujourd'hui contre lesquelles il nous faut lutter. Alors qu'elle ne soit pas au Memorial Act, comme Georges le disait, c'est peut-être un peu dommage. Mais peut-être que ça viendra. Peut-être. Merci Claudia. Donc on voit bien que cette femme, la mulâtresse, rejoint toutes les autres dont on a déjà parlé. Nous avons parlé de Lumina Sophie. La dernière fois, nous avons parlé des anonymes qui ont participé à la lutte pour la liquidation du système esclavagiste en Martinique. C'est vrai que ces femmes se sont mobilisées et partout, dans tous les mouvements sociaux, partout où il y a de la résistance, les femmes sont présentes et on en parle très très peu. Leur histoire, c'est pas par hasard que la mulâtresse, on ne la voit pas beaucoup sur les livres d'histoire. Donc c'est à nous de faire revivre toutes ces mémoires et nous avons pris le pari dans nos émissions de parler des femmes marronnes et de toutes ces femmes qui sont bien présentes dans notre histoire et qui nous servent d'exemple. Merci beaucoup Claudia. Bravo, merci encore. Voilà, alors nous allons maintenant passer à notre rubrique pour terminer, hein. C'est la dernière rubrique. Femme qui a moufroisé la vie. On disait femme qui a écrit, femme qui a dit. Et Huguette nous a dit, nous a dit femme qui a moufroisé la vie. Alors pour cette rubrique, nous allons vous présenter quelques bouquins, quelques livres pour ces vacances. Oui, alors oui, nous avons décidé de vous présenter quelques livres parce que un livre, c'est un bon compagnon. Un livre, c'est un moyen de voyager sans beaucoup dépenser. Et un livre, c'est aussi un endroit où on peut trouver des conseils, des connaissances, etc. Alors d'abord, Claudia va nous présenter un peu plus La mulâtresse solitude, le livre de Schwarzbart. Alors, c'est un livre qui est paru en 1972, mais on peut encore trouver du plaisir à le lire ou à le relire. Et dernièrement, il n'y a pas très longtemps, Simone Schwarzbart
Donner une suite. Voilà, donner une suite à ce roman. C'est L'ancêtre en solitude qui, bon, a beaucoup d'intérêt. On se souvient aussi du livre de Simone Schwarzbach qu'on peut encore revisiter. Ce sont nos classiques, mais bon, lire et relire un livre. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Plus Évent, tu n'as pas dit le titre. Plus Évent, tu t'es les miracles. Voilà, Plus Évent, tu t'es les miracles. Un livre qu'il faut lire tout entier, on doit lire ça. Ce sont nos classiques et on doit les lire et les relire. Parce que relire un livre, c'est encore le redécouvrir. Voilà. Et nous avons aussi retenu le livre le recueil de poèmes de Nicole Cage, Le vin ne dira pas l'ivresse. Le dernier? Le dernier, oui. Ah oui, voilà. Alors, tu peux nous le montrer? Oui, voilà. Ah d'accord, il paraît à la... Voilà. Alors, c'est un ouvrage, on dirait pourquoi commettre encore un recueil de poèmes. Mais la poésie dans le monde dans lequel nous vivons, c'est peut-être un petit rafraîchissement. Et pourquoi nous aimons ce livre, ce recueil de poèmes à Culture Égalité, c'est que, bon, il parle d'amour, c'est vrai, mais il parle de passion amoureuse, mais la manière de présenter cette passion amoureuse n'est pas habituelle, on va dire. Ce n'est pas une passion qui est fusion dans l'autre et où l'autre s'abîme dans l'autre, où la femme s'abîme dans l'homme, bien il y a confusion dans l'autre. Non, l'amour permet de se reconnaître, de naître en soi. Et d'ailleurs, Nicole, dans son dernier poème, dit, voilà ce qu'elle dit, je voulais seulement être humaine, mais ton feu se consumant, puis se renouvelant en moi, la profondeur de ton regard, la ferveur de tes mains orantes, ta foi comme une flamme vive, répandant sa lumière sur le brouillard de ma vie, m'oblige désormais à être celle que je fus, à être celle que je suis. Donc il n'y a aucune perte. L'amour permet de s'enrichir, de s'augmenter de l'autre. Voilà. Merci Claudia. Et tu voulais nous parler aussi de... Tu voulais nous parler aussi de... Et tu dis que tu m'aimes. Ah oui. Alors, en fait, c'est vrai que Nicole a abordé les relations hommes-femmes. Là, c'est positif, c'est plein de fraîcheur, d'un peu d'érotisme. Et il y a quelques années, elle avait écrit aussi un livre qui parlait des relations douloureuses entre hommes et femmes. C'est le livre. Et pourtant, tu dis que tu m'aimes. Ah, c'est celui qui parlait là. Donc c'est tout autre chose, mais il faut aussi en parler et savoir qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs manières de vivre les relations hommes-femmes. Huguette, tu nous présentes... Oui, alors je voulais vous parler du livre de Corinne Mancé-Caster, Mythologie du vivre-femme. Oui, alors c'est tout le monde sait qui est Corinne Mancé-Caster. Et ce que je voudrais dire, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps... C'est la présidente de l'Université des Antilles. C'est une dame qui a plein de diplômes, qui est agrégée d'espagnol, docteur en sciences du langage, etc., professeure de linguistique hispanique, et elle est effectivement présidente de l'université. Alors, elle a écrit un livre qui s'appelle Mythologie du vivre-femme, et c'est sur les postures et les impostures féminines, qui est paru chez PRC en février 2016. Alors, dans ce livre-là, elle pose le problème de l'universalisme des théories féministes qui sont quand même issues du monde dominant euro-américain. Alors, elle pense que de par notre situation dans les sociétés postcoloniales, il y a une particularité, des particularités du féminisme. Donc elle passe en revue des concepts que nous connaissons bien à Culture Égalité, problème de parité, nature féminine, domination masculine, machisme inconscient, etc., etc. Et elle s'attaque tout particulièrement au mythe de la femme potomite. Parce qu'elle dit que... Elle dit que ce mythe-là est un mythe compensateur, et c'est un mythe aussi qui fait que la femme, qui éloigne la femme du pouvoir politique. Et j'ai envie de dire de tout pouvoir. Donc c'est un livre, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, c'est un livre extrêmement intéressant. Alors je voulais parler aussi du livre de nommer, donc, là tu vas nommer.
Hein? Tu vas nommer le livre. Oui, Parce qu'on alors, n'a plus beaucoup de temps. oui, alors Corinne Mancé-Caster écrit aussi sous le nom de Mérine Seco des œuvres de fiction. Alors, elle a écrit d'abord La Mazioca perdue des femmes Courès, qui a eu le prix Gilbert Gracie en 2013, et elle vient de sortir Au revoir Mantine, qui est aux éditions Écriture. Et donc, c'est un livre de nouvelles où elle fait un peu la transmission avec les générations de 1970 qui ont été coupées un peu, selon elle, de la Martinique traditionnelle, personnalisée, symbolisée par Mantine, le personnage de Zobel. Vous allez trouver tous ces livres-là sur notre page Facebook. Rose, tu avais un dernier à nous présenter? Un petit livre, enfin petit. Il est épais. Il est épais, hein? Mais bon, il se lit facilement. C'est le livre d'Arlette Pujard, aussi, que c'est une femme publique, on le connaît. C'est son premier livre qui est apparu en 2015, donc l'année dernière. Il s'appelle Vinivonne, la boutique de Mademoiselle Yvonne. Et c'est un roman qui est intéressant dans le sens où il retrace la Martinique des années 60-70. C'est l'histoire d'une petite fille entre la Martinique et Marseille, où ses parents ont émigré, on va dire comme ça. Ils sont partis en l'autre bord, à bord du Colombie. Et donc, elle nous fait un peu vivre cette vie dans la boutique de sa grand-mère et cette vie à Marseille, où ses parents sont allés vivre avec elle. Voilà. Ah ben, vous avez de quoi vraiment passer de bonnes vacances. Alors, je voudrais dire quand même que ces livres-là, on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies, et en particulier à la librairie Alexandre. Alors, moi, j'ai mon coup de cœur, qui est un livre, c'est pas tout à fait un roman, plus ou moins, qui s'appelle Le cœur des femmes. J'oublie l'auteur, mais vraiment, le cœur, c'est H-O-E dans l'eau-U-R, comme on disait. Voilà, merci à tout le monde, merci à vous, merci aux téléspectatrices. Mais avant de terminer, je voudrais quand même remercier toute l'équipe de Zouk TV, dire tous les noms de ces personnes qui sont tous les jours, enfin qui sont avec nous chaque fois que nous faisons cette émission. Alors, je vais parler de Priscilla Hippolyte, de Hervé Jacques-André Coquin, de Yannick Granier, de Ange-Marie Juliance, de Manuela Montlouis, qui coordonne tout ça. Et nous n'allons pas oublier Yamina Louis, qui est de Culture Égalité et qui est la technicienne, qui fait ses montages, qui coordonne les vidéos, qui s'énerve après nous parce qu'on ne donne pas les choses assez tôt. Merci à elle, merci beaucoup. Et puis aussi, merci à Géraldine, hein, qui n'est pas là aujourd'hui et qui participe aux émissions. Et merci à vous d'être là, d'avoir été fidèle pour nos émissions. Alors on vous revoit en octobre. Bonnes vacances. Bonnes vacances et à très très bientôt. Merci. Salutations. Alors, nous...